Et votre entrée dans le milieu des affaires au Cameroun se solde par un échec. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez créé une entreprise d'exploitation du bois et vous êtes cassé la figure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'était un échec cuisant, mais tout aussi éducatif. Oui. C'est-à-dire que moi, je reviens au Cameroun très brièvement avec l'intention de faire de l'exploitation forestière. Je ne veux pas faire l'exploitation forestière de manière conventionnelle comme certains le font, où on vient piller les forêts en découpant des grumes et puis on s'en va. Ça, c'est très facile à faire. Non, moi, j'investis énormément dans le matériel de pointe pour avoir des scieries mobiles qu'on appelle les Lucas Mill. Mais je prends des Lucas Mill de dernière génération aux États-Unis. Et je les ramène au pays pour pouvoir monter des usines de transformation de bois au moins primaires. Ok, pour qu'il y ait quand même une valeur ajoutée, une création de l'emploi. Alors, moi j'ai une doctrine, c'est que je mets l'entreprise en règle totale pour ne pas avoir à subir divers rackets et chantages. Oui. Force est de constater qu'au Cameroun, on me fait carrément comprendre, parce que quand on vous réveille à 2-3 heures du matin pour dire que le camion est bloqué à tel poste, il faut payer. Je dis, mais pourquoi payer? Nous sommes totalement en règle. Je me lève, moi-même je démarre la voiture à 2 heures du matin pour entrer en forêt. Et là-bas, les forces que ce soit les eaux et forêts ou les postes mixtes, police gendarmerie, te font comprendre clairement que en dehors de telles entreprises qui sont affiliées à tel organisme qui est dans le gouvernement, qui ont déjà des accords, les autres entreprises ont un prix pour quand elles sont en règle et un autre prix pour quand elles ne sont pas en règle. Et alors, face à ça, et puis à un énorme chantage, parce que comment est-ce qu'on perd l'argent dans le bois? C'est que vous avez votre bois qui sort, le responsable des eaux et forêts qui doit venir mettre le marteau pour faire sortir le bois travaillé de la forêt, vous fait un chantage énorme et ne vient pas frapper le marteau sur votre bois, le poinçonner en d'autres termes, pour qu'il sorte. Donc, entre-temps, le bois reste en forêt parce que vous n'arrivez pas à son prix. Et maintenant, vous avez des bestioles qui vont attaquer le bois. Ce qui fait que le jour où vous sortez de la forêt avec le bois, parce que monsieur a finalement daigné venir faire le travail pour lequel il est payé par l'État, vous vous rendez compte que 80% de votre production est à foutre à la poubelle parce que ça a été attaqué. Sauf qu'entre-temps, vous avez déjà investi 80 ou 100 millions là-dedans. Donc ça fait 100 millions qu'on va jeter à la poubelle. Sur 100 millions, vous allez peut-être récupérer, je sais pas moi, 10 millions. Vous vous rendez compte? Et puis il faut recommencer. Alors là, on vous passe les hommes malhonnêtes avec qui vous travaillez, on vous passe tout ce que les fonctionnaires vous ont raquetté. Oui. Donc, en fait, c'est toute cette tracasserie, cette bureaucratie, la corruption et tout ça qui vous a empêché d'évoluer dans cette entreprise. Oui, parce qu'au final, je me suis retrouvé même endetté. Donc, quand je sors du bois, c'est que je réussis à payer les dettes. Je mets l'entreprise en liquidation et je rentre au Canada. Alors, vous aviez investi à peu près combien dans cette entreprise? Alors, si il faut que je compte tout ce que j'ai investi. Les machines que vous aviez achetées, ainsi de suite, c'est combien d'investissements à peu près? J'ai laissé presque 500 millions. 500 millions? Oui, dans l'activité globale. C'est-à-dire que quand vous emmagasinez, parce que vous entrez dans une espèce de spirale. C'est un secteur qui... Alors, j'ai beaucoup appris, je peux être consultant aujourd'hui. Parce que c'est un secteur qui est vraiment porteur. Sur papier, il est impeccable. Le problème est que vous savez que ça fonctionne. Donc, quand vous commencez à perdre 100, 200 millions de cash, parce que là, maintenant, c'est le cash, c'est pas en actif, là. Quand vous commencez à perdre 100, 200 millions, vous avez besoin au moins de rentrer dans vos fonds. N'est-ce pas? Parce que vous avez quand même un matériel que vous avez acheté. Qui, les Lucas Mill à l'époque valaient quelque chose comme 30 à 40 millions la machine avant les douanes ici. Vous pouvez imaginer. Alors maintenant, quand vous vous rendez compte de tout ça là, vous essayez encore quand même. Bon, on a un relationnel, on sait comment soulever des fonds. Mais une fois que vous avez soulevé des fonds, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, maintenant, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de malédiction avec les Camerounais. C'est-à-dire que vous faites comprendre aux gens que vous donnez du travail à des Camerounais, c'est pas leur problème. C'est l'intérêt personnel. Voilà, ils s'en foutent totalement. Et puis à un moment donné, il y a une espèce d'énervement, de rage que bon, ok,
c'est pas grave, vous réglez les dettes, vous mettez le truc en liquidation et puis vous partez. Ni vu ni connu. Voilà. Alors, vous avez perdu beaucoup d'argent, dites-vous, mais le traumatisme n'est pas tel que vous allez tout abandonner parce que vous récidivez, vous revenez et cette fois vous vous attaquez à l'exploitation de l'or et du diamant. Vous créez l'entreprise CX Trading Cameroon SAL avec deux partenaires canadiens, les Verville, Charles Verville et Luc Verville. C'est un père et son fils qui sont vos partenaires, et dans cette entreprise vous avez 52% des parts et les Verville ont chacun 24%. Alors dites-moi, comment vous êtes tombé sur cette famille pour en faire des partenaires d'affaires? Alors, donc c'est comme ça sur la fin, mais c'est pas comme ça au début. Tout à fait. Parce qu'au début c'est le projet de 3 amis. Oui. C'est-à-dire que Charles Verville et moi, on était dans un établissement privé ensemble. Donc on se connaît depuis 2010. Hein. Donc quand on commence à travailler ensemble, c'est après plus de 10 ans Donc alors, il y a Charles Verville, moi, et puis un autre ami qu'on appelait Brian Bontic. Donc nous sommes 3 amis, et puis chacun sait exactement ce qu'il apporte dans l'entreprise pour qu'on commence à travailler. Mais pour dire vrai, c'est Charles qui m'approche pour me dire, écoute, on peut faire ça, est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Oui. Donc je lui dis, donne-moi quelques jours, le temps que je regarde un petit peu autour de moi, je te reviens. Donc on adopte le projet, ce qui fait que je crée l'entreprise à l'époque en 2019. Oui. Je pense que c'est le 17 septembre 2019. Je crée l'entreprise, donc nous venons tous au Cameroun. On vient créer l'entreprise avec Charles, moi et puis Brian. Mais Brian ne respecte pas ses engagements. Oui, parce que bon, pour ma part, je supportais d'abord toute la partie financière, et puis nous avons un apport, que nous devons faire un apport commun. Il ne respecte pas ses engagements, et il est débarqué de l'entreprise en début 2020. Maintenant, quand on le débarque de l'entreprise, il ne reste que Charles et moi. Et son père, qui nous suivait un peu à distance, décide d'embarquer. Oui. Donc Charles vient me voir et me demande, est-ce que c'est possible que son père reprenne les parts que Brian a laissé. Oui. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Si ton père remplit sa quote-part. Alors, le père aussi a une grande expérience dans le domaine. Et c'est comme ça que le 25 mars 2020, son père rentre donc dans l'entreprise en lieu et place de Brian Bontic. Oui. Alors, et pourquoi vous décidez de faire affaire dans le milieu assez complexe de l'or, du diamant, des minerais en général, après l'expérience malheureuse du bois? Vous pensez que si le bois a été compliqué, c'est l'or qui va être facile? L'approche est différente. Oui. Pour une raison très simple. Oui. C'est que le bois nécessitait une transformation, donc et puis la logistique et le travail qu'il y avait dans le bois était beaucoup plus complexe. Alors qu'en ce qui concerne l'or, c'est un peu comme ce qu'on pourrait qualifier de bayam salam. Oui. C'est-à-dire que j'achète. Je revends. J'achète avec la sécurité qui va avec. Je prends mon avion, je m'en vais, je revends, je fais ma plus-value. C'était aussi simple que ça. Oui. Contrairement au bois. Alors, le bois, j'aurais pu repartir dans le bois parce que je sais ce qui n'a pas fonctionné, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je sais aussi que ce sont des sorciers, j'ai préféré éviter. Mais l'or, effectivement, pour répondre à votre question, c'est parce que c'est beaucoup plus simple. Et oui, bien sûr, je sais que le pays est tordu, mais bon, c'est pas la pire des choses à faire, quoi. Voilà. Alors, et justement, vos partenaires, est-ce qu'ils s'y connaissent dans le milieu de l'or? Ou alors, eux aussi, ils sont novices dans le commerce de l'or? Ah non, pas du tout. Et puis ça aussi, c'était une des plus grandes motivations. C'est-à-dire que j'ai 2 personnes qui ont travaillé même en Afrique, c'est-à-dire au Ghana. Ils ont travaillé au Ghana, ils ont travaillé même en RDC. Et le père avait quelque chose comme 25 ans d'expérience dans l'or. Il a même fait beaucoup d'argent avec aussi à l'époque. Le fils même avait fait des études, des gémologues, ainsi de suite. Donc, la constitution de l'entreprise, en fait, c'est que eux sont les techniciens de la structure. Comprenez un peu? Oui. Ils sont les techniciens de la structure. Moi, j'y connais rien de toute façon. Moi, je sais administrer une boîte. Oui. C'est-à-dire que dans la répartition des rôles, eux, ils jouaient un rôle
technique et vous étiez plutôt du côté managérial. Voilà, administratif. Voilà, c'est ça. Donc, je suis le directeur général. Oui. Et administrativement, financièrement, je suis le seul responsable. Et eux, ils n'occupent que la partie technique. Alors, vous avez donc votre agrément qui vous donne droit donc à acheter de l'or artisanal, le revendre au Cameroun ou à l'extérieur, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. Alors, parlez-nous de votre première transaction, parce qu'une chose est d'avoir son agrément, mais après, il va falloir trouver de l'or pour l'acheter. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Alors, oui, effectivement. Ça a été très laborieux. Oui. Déjà de pouvoir trouver, on a fait face à 1 million comment on dit, d'embûches. Oui. C'est-à-dire que même des gens nous ont donné des rendez-vous qui n'ont pas honoré, juste n'eût été peut-être le dispositif de sécurité que j'avais dû mettre autour de nous pour nous accompagner dans nos divers rendez-vous. Peut-être même que nous aurons eu une agression physique, puisque la politique courante au niveau de l'achat d'or au Cameroun se fait en espèces. Donc, oui. Donc, c'est-à-dire que les virements bancaires et tout, on ne connaît pas. Non, du tout. Oui. C'est-à-dire que c'est quand vous trouvez, vous devez payer, sinon... Et puis on vous fait toujours, on vous peint un peu le spectre du chinois qui se balade avec des valises d'argent et qui rafle tout ce qu'il y a comme cargaison d'or. Oui. Toujours est-il dit que tous les vendeurs que vous rencontrez veulent vous vendre en espèces. Problème, des vendeurs, vous en avez beaucoup qui vont vous donner des leçons sur l'or, mais le produit, vous n'en avez pas. Donc, oui. Et pour finir, la première transaction que je finis par réaliser, c'est avec un dénommé Ali Bachir, qui était ancien député à l'époque. Oui, Ali Bachir, oui. Tout à fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, qui m'est présenté par Evra Meba, qui est un ami d'enfance, et qui est la première personne, effectivement, qui me dit, écoute, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un, je ne sais pas que c'était toi, moi j'ai la personne qui peut devenir ton fournisseur. Oui. J'avoue qu'au moment où il arrive, même j'étais déjà épuisé, même physiquement et moralement, parce que j'avais... À force de chercher... oui, j'avais déjà rencontré au moins 100 personnes, ce que je pensais qui était simple. Parce que, si vous voulez, je pensais qu'avoir l'argent facilitait les choses. Oui. Non, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et donc voilà. Alors, je rencontre donc Ali Bachir. Et moi, initialement, mon objectif, c'est d'acheter une petite quantité pour apprendre le métier, m'imprégner vraiment. Oui, parce que c'est votre première opération. C'est ma première opération. Oui. Alors, mes associés, eux, étaient habitués, puisqu'ils avaient déjà travaillé en Afrique plusieurs fois et tout, ils connaissaient un petit peu comment ça fonctionne, bien qu'on peut avoir 2-3 petits détails qui vont varier en fonction des pays, notamment certainement ce qui a trait à les taxes et douanes, ainsi de suite. Sauf que ils sont pas directeur général. Oui. Le directeur général, c'est moi. Les responsabilités de l'entreprise m'engagent moi. Alors, naturellement, je vais dans un premier temps me renseigner énormément. Oui. Chez diverses personnes, passer des coups de fil, toutes les connaissances que je peux avoir, que j'avais laissées. Et je suis orienté par un grand frère à moi, Patrick Fomete, que je salue bien, qui me fait part du fait que sa cousine à lui, Nathalie Djoumessi, faisait dans le minerai. Oui. Et pouvait donc me donner des conseils. Et c'est comme ça que cette dernière envoie le numéro à lui-même déjà, qui me l'envoie pour me dire, allez rencontrer ce monsieur, il est au Capam, c'est un chef service, il vous donnera les meilleurs conseils. Alors le monsieur en question s'appelle le monsieur Falong Gondi Alfred. Oui, oui. Donc arrivé au Cameroun, je prends rendez-vous donc avec lui et j'attends que mes partenaires arrivent, puisque je suis arrivé vendredi, ils sont arrivés le week-end qui suit, dans le week-end en fait, le samedi ou dimanche, ça, je sais plus trop. On se rend donc lundi tous au Capam et on rencontre donc le monsieur en question, qui est un jeune gars. Moi, je pose les questions dont j'ai besoin. Oui. Parce que eux, quand ils parlent ensemble, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Oui. Mais moi, je pose les questions dont j'ai besoin et puis il m'explique d'abord ce que c'est que mon agrément. C'est par là qu'on commence. Et ensuite, il m'explique les diverses étapes à traverser pour exporter de l'or. Déjà au niveau de l'achat.
comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite, et comment est-ce qu'on fait les tests. Donc je lui ai dit donc éventuellement, est-ce que si moi j'ai de l'or, on peut venir les tester chez vous? Il me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pas son département, mais il va aviser sa hiérarchie, on va louer, ainsi de suite, il y a des frais, ok, il n'y a pas de souci. Donc nous repartons. Et quand on rencontre donc Ali Bachir, il se propose de nous aller faire voir sa cargaison au niveau de Garoua Boulaye. Oui. Il nous dit donc demain on va y aller. Je dis que bon, il n'y a pas de problème, on prépare les dispositifs. Alors j'avais fait une demande au niveau de l'antenne C1000 centre de Yaoundé. Chez à l'époque, le chef antenne C1000 centre est le Lamido de Garoua actuel, Ibrahim El Rechtini, que je connais personnellement. Donc j'ai fait une demande qui a été soumise au niveau de la division et on nous a donc alloué des éléments. Oui. Donc vous aviez une bonne sécurité, une escorte pour vous accompagner. Oui, on avait une escorte militaire. Oui, une escorte militaire, oui. Donc nous sommes allés à Garoua Boulaye avec 2 véhicules. Alors, au moment, quand on arrive à Garoua Boulaye, on arrive à la station. On nous demande de laisser notre garde et de partir. Moi, j'ai 300 millions sur moi. Je lui ai dit que... 300 millions de francs CFA. Oui, j'ai 300 millions de francs CFA. En liquide, dans les poches. Parce que je pense que je vais acheter 20 kilos d'or. Oui. En réalité. Oui. Donc j'ai 300 millions sur moi puisque je suis les divers conseils qui m'ont été donnés de comment se passe le business de l'or. Quand tu le vois, tu le prends tout de suite. Oui. Donc, je dis que non, c'est impossible que je laisse mon escorte parce que, voilà, j'ai besoin pour notre sécurité. Je sais même pas où je suis. Donc, ils finissent par accepter. Le convoi repart. Alors, je pense, je sais pas si on était à Kaboul ou je sais pas où, mais parce qu'on je pense qu'on passait même dans le salon des gens pour traverser, pour se rendre où on allait. Et quand on arrive justement au lieu dit, alors ils demandent encore qu'on laisse les escortes dehors. Alors, moi, j'avais un garde du corps à la base. Et le garde du corps avait pour instruction de me désobéir s'il estime, lui, que ma sécurité est menacée. Oui. C'est-à-dire que si vous lui donnez un ordre qui est de nature à menacer votre propre sécurité, il a l'obligation de vous désobéir. Exactement. Oui. Donc, bon, je vois qu'on est au niveau de du domicile en question, et je me dis, bon, attendez-nous dehors. Il s'oppose fermement. Il s'oppose fermement et catégoriquement. Et alors, le compromis est trouvé parce qu'il dit qu'il doit avoir un œil sur moi, qu'il doit me voir. Oui. Donc, on lui demande donc de rester au niveau de la porte du domicile parce que la maison, c'était des petites maisons, des cases bizarres, hein, mais je comprends même pas. Oui. Donc, et c'est dans cette maison qu'il y avait l'or. C'est dans cette maison qu'il y avait l'or. Oui. Et maintenant, les autres militaires, eux, sont restés dans la cour. Puisque la raison qui était évoquée par Ali Bachir et puis les gens avec qui il était, c'est que pour des raisons de sécurité, les autres ne doivent pas voir ce que nous sommes en train de faire ou pour... Je peux comprendre. D'accord, oui. Et donc, lui, il s'oppose, il reste devant la porte. Donc, il continue d'avoir un œil sur moi. Et maintenant, on nous tire un rideau où il y a une autre petite pièce derrière, parce qu'on était au niveau du salon, où il y a une petite pièce derrière. Et quand il voit que je veux entrer, il essaie d'avancer quand même, parce qu'il lui veut impérativement avoir l'œil sur moi, puisque la pièce qui est de l'autre côté, elle est sombre. Oui. Et maintenant, dans cette pièce, il y avait 2 caisses. Et on ouvre donc les caisses. Les caisses sont bourrées de lingots d'or, les 2 caisses. Donc, on me demande je pense qu'il se foutait un peu de moi, là, il me dit de porter la caisse pour l'amener au salon pour qu'on la regarde mieux. Mais ça a failli m'arracher le dos. Parce que l'or pèse énormément. Ça aussi, c'était lourd. Tu pouvais même pas la bouger. Je dis, même s'il fallait la pousser au sol, tu pouvais pas. Oui. Donc, mais j'ai quand même essayé parce que bon, je ne savais pas de quoi, et puis j'ai appris. Et là, il me dit, choisissez les lingots que vous voulez. Bon, moi j'appelle les techniciens, parce que moi je vois des trucs, mais bon, pour moi c'est de l'or. Mais... Ils ont un œil avisé pour savoir qu'est-ce qui est le Voilà, donc maintenant on commence donc à trier, il dit choisissez 3 lingots. Oui. On commence à trier, bon ils ont trié, ils ont pris un, donc on ne prend pas ce qui est devant nous tout de suite. On enlève. Moi j'ai enlevé, je suis allé prendre un lingot qui était vers le fond de la caisse là. Et on sort avec les lingots. On va maintenant au salon, on regarde, et puis moi je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez?
Il prend le lingot, il le regarde. Il me dit, ici, là, on doit avoir sensiblement 1 kilo. Et quand il le soupèse comme ça, il dit, on doit avoir sensiblement 1 kilo. Et je pense 23 carats. Oui. Je lui dis, ah oui, tu es sûr? Il me dit, oui. J'ai demandé qu'on me donne un papier, un stylo. Oui. Donc, je me suis mis à noter tous les paramètres qu'ils ont donnés. Oui, oui. J'ai mis le papier dans ma poche. Et Ali Bachir, maintenant, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il reprend tous les lingots à tout le monde. Il me les donne à moi et me dit, toi, comme tu es Camerounais, tiens, je te confie ça. Rentre avec, va les expertiser, ainsi de suite, et puis reviens me voir. Je dis, bon, très bien. On rentre donc tous à Yaoundé. Moi, j'appelle immédiatement monsieur Falongondi. Oui, oui. Je lui demande s'il peut nous prendre rendez-vous. Le monsieur du Capam. Le monsieur du Capam. Oui. Est-ce qu'il peut nous prendre rendez-vous? Voilà, j'ai 3 lingots. J'ai trouvé quand même un fournisseur qui m'a l'air sérieux et tout. Il me dit, il n'y a pas de problème. Ils nous prendront rendez-vous. Nous arrivons. Le lendemain, on se présente dans au Capam. On va au laboratoire. Alors, au laboratoire, ils ont sorti une machine qu'on appelle le spectromètre et puis plein d'autres trucs là. Bon. Entre techniciens, ils parlaient, ils se comprenaient. Oui. Je comprenais pas grand-chose. C'est-à-dire vos associés oui. et les techniciens du Capam. Mes associés et les techniciens du Capam. Oui. Qui sont les techniciens de la structure en même temps, parce que c'est important de le préciser. Donc, ils étaient dans leur domaine. Fonction. Oui. Voilà. Donc, ils comprennent. Moi, tout ce que j'attends, c'est le résultat final, parce que le Charaba qui raconte là, oui. Voilà. Alors, ils savaient aussi comment utiliser la machine, qu'ils connaissaient très bien, donc ils se sont amusés, hein. C'était un peu ludique pour eux. Et puis on notait, et effectivement, on avait les poids, on était dans 1 kg 100, 1 kg et poussière ou 1 kg. Par lingot. Donc les 3 lingots, vous étiez autour d'un peu plus de 3 kg. Un peu plus, oui, légèrement un peu plus de 3 kg. Bon, oui. C'était 1 kg et des broutilles, donc on pouvait dire 3 kg d'or. Oui. En arrondi. Et on était à 22, 98, 23, 22, donc on était pratiquement dans du 23 carats. Oui. Ça veut dire que, à vue d'œil, il était capable de distinguer la teneur que pouvait avoir, bien que... Donc, verdict, pour avancer, le verdict, c'est que l'or, il est bon. L'or, il est bon. Oui, il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité. Oui. Alors, ensuite, maintenant. Et maintenant, mieux que ça, ce qu'il avait estimé avant qu'on ne passe au test approfondi, c'est avéré réel. Donc, au coup d'œil, déjà, il avait la capacité de pouvoir faire une estimation. Et suite à ça, je retourne donc voir Ali Bachir. Je suis content. Je sais que j'ai un fournisseur. Je m'en vais acheter mes 20 kilos d'or. Oui. Alors, j'appelle le jet. J'appelle, je paye les frais et tout et tout. Donc vous avez appelé un jet privé qui devait venir au Cameroun. Au Cameroun, chercher. Voilà. D'accord. Donc, j'appelle le jet. Quand j'appelle le jet, je m'en vais donc aller voir Ali Bachir. Bon, le temps qu'il arrive, je sais que demain, je m'en vais. Tout à fait. Et Ali Bachir, il change totalement. Je le reconnais plus. Il me dit non, mais vraiment, moi je t'ai dit que faire 20, 25 kilos, ça m'intéresse pas. Je fais déjà ça tout seul avec les vols commerciaux. Moi, j'ai besoin de faire des grandes quantités, mais sauf que ça prend des avions privés. Oui. D'accord? Ça prend des avions privés pour éviter de passer par Ethiopian, où ma cargaison peut être saisie. Je suis dans l'incompréhension totale, mais je vois qu'il a agacé. Oui. Bon, alors quand je vois tout ce par quoi on est passé, je me dis bon, il faut pas l'agacer plus parce que si je le paie comme fournisseur, c'est pas, c'est mort. Oui, c'est pas bon. Et alors je suis là avec mes techniciens, on est tous là. Je lui ai dit non, mais c'est ce qu'on s'était dit. Il me dit non, vraiment, si tu veux me faire perdre mon temps, je lui dis non, ben, on est en train de discuter, calme-toi, on va trouver. Je lui dis écoute, tu veux faire de plus grosses quantités, il n'y a pas de problème, j'ai un jet. Oui. Ok, je suis disposé à même embarquer ta marchandise. Oui. Il me dit non, moi je peux pas te vendre si ce n'est pas à partir de 100 kilos, même 100 kilos ça ne représente rien. Bon, c'est sûr. Alors c'est-à-dire que vos 20 kilos que vous vouliez étaient des broutilles pour lui. Il voulait quelqu'un qui peut acheter à partir de 100 kilos. De 100 kilos, voilà. Et lui-même en plus mettre ça son truc. Oui. Et donc profiter un peu de votre jet privé pour. Voilà. Je lui ai dit écoute, moi je peux me mettre le jet privé à ta disposition, j'ai pas de problème. Je veux juste qu'on trouve la façon de travailler, mais j'ai besoin de faire une petite quantité d'abord. Donc, alors, on est dans une position où
Il me fait même comprendre que même les 100 kilos que je vais, même s'il me vend les 100 kilos au prix auquel je veux acheter, ce n'est même pas intéressant pour lui. Il faut que je lui achète en dollars US. Oui. Alors, en passant, le kilogramme d'or, il coûte combien? À l'époque, je lui achetais le kilogramme d'or à 40 000 dollars. 40 000 dollars. 1 kilo. 1 kilogramme d'or. 1 kilo. Donc, quand on parle de 100 kilos. Au coût de 20 millions le kilogramme d'or. Voilà. Donc là, on était à 4 millions de dollars. Oui. Pour les 100 kilos. Vous voyez un petit peu. Bon, alors, à partir de là, je lui dis, écoute, moi, quand je fais venir l'argent du Canada pour ici, il arrive au Cameroun en CFA. S'il faut que je sorte de l'argent pour aller au marché noir, te chercher des dollars pour venir te donner, parce que toi, tu fais des échanges de devises, le bénéfice que je cherche à gagner, je suis en train de le perdre. Il me dit, oui, bon, tu peux me payer à Dubaï. Je dis, moi, je n'ai pas de compte à Dubaï. Bon, le Luc Verville me dit, j'ai un compte à Dubaï. Oui, votre partenaire. Mon partenaire. Oui. On peut dealer là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème, on peut faire. Mais vends-moi au moins les 20 kilos. Et puis on fait la deuxième transaction. Pour les 100 kilos. Oui, pour les 100 kilos. Oui. Il est complètement opposé à cette idée. Bon, on se sépare d'abord. Oui. Mais moi, je suis un peu mal pris. Je reviens le voir. Je lui dis, écoute, j'ai engagé des frais conséquents. Le voyage à Karaboula, et depuis que je suis là, j'ai mis un jet en route. C'est lourd. Et puis, j'ai des comptes à rendre quand même quelque part. Parce que, pour précision, l'entreprise CX Trading avait passé un accord avec une institution financière ici là qui s'appelle la Clé Financière. Oui. À l'époque. Je dis, j'ai des comptes à rendre quand même. Et puis, j'insiste. Je lui dis, bon, ok, c'est pas grave, vends-moi au moins ce que tu m'as donné. C'est-à-dire les 3 lingots. Ouais, les 3 lingots. Oui. Vends-les-moi au moins. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire le processus. Et que, je veux dire que mon jet ne reparte pas vite parce qu'il est déjà payé. Oui. Anyways, tu payes avant qu'il bouge. Il consent donc finalement. Je prends donc ça et je rappelle monsieur Falongondi pour lui dire, bon, maintenant que j'ai l'or en main, la prochaine étape c'est quoi? Il me dit, j'arrive à son bureau. Il me dit, non, à notre niveau, il n'y a plus rien à faire. Oui. Maintenant, il faut joindre une structure qu'on appelle le KMI. Alors, c'est l'anagramme, je sais plus trop, mais le KMI, c'est toujours une structure d'État. Oui. C'est celle qui certifie et poinçonne pour donner la traçabilité de l'or que vous avez. Oui. Donc, je lui dis, bon, comme ce sont vos collègues, si vous pouvez appeler pour nous prendre rendez-vous immédiatement, parce que je crois aussi après le temps. C'est ce qu'il faut dire. Il appelle et tout. Bon, ils se connaissent et tout. C'est une dame qui l'a au téléphone. Bon, il n'y a pas de problème. Venez, ainsi de suite. Bon, vous savez, quand vous avez l'argent, ça va aussi vite. Donc, on arrive au KMI. Ils refont les tests encore une fois de plus. Ils remplissent la paperasse administrative. Oui. Ils poinçonnent dans les lingots, ainsi de suite. Et puis, ils nous remettent toutes les certifications. Et puis la prochaine étape, c'est la douane à l'aéroport. Vous payez les frais de douane et tout. Vous prenez votre jet. Vous partez avec votre or. Vous partez avec votre or. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis nous sommes arrivés à Dubaï. Alors moi, le plus important pour moi, c'était de faire les diverses étapes. Oui, c'est-à-dire de suivre le processus de l'or, de la brousse à Garoua-Boulaye jusqu'au client qui va prendre jusqu'au client, voilà. Oui. Et donc l'objectif pour vous, c'est de voir tout ce processus. Après ça, vous pouvez administrer sans être présent. Oui. Ok, parce que je veux dire qu'en tant que directeur général, je sais pas ce que je vais aller faire dans les labos, ainsi de suite. Les techniciens sont là, c'est leur travail. Mais moi, au moins, je sais que voici ce que tel truc me coûte à chaque coup. Voilà. Donc, j'ai fait, je pense, 48 heures. J'ai fait 48 heures sur Dubaï. Oui. Puis j'ai pris un vol retour. Je suis revenu. Et donc, vous avez pu vendre les 3 lingots à Dubaï sans problème. Sans problème. Alors, financièrement, est-ce que vous avez pu tirer un bénéfice entre le jet que vous avez loué, ce que vous avez payé pour obtenir les 3 lingots, toute la machination qu'il y a eu pour acquérir ces 3 lingots, à la revente, est-ce que vous avez gagné de l'argent sur cette première opération? Non. Oui. Non, c'est trop léger. Oui. Mais bon, on va dire que les pertes étaient minimes. Oui. Ok, mais c'est trop léger. Oui. Voilà. Si je fais 100 kilos, déjà en faisant 20 kilos, oui, je peux couvrir les frais et faire quand même un bénéfice conséquent. Avec 20 kilos. Oui. Mais 3 lingots, ça représentait rien. C'était trop léger, mais c'était pas un problème.
C'était pas un problème, je veux dire que on est en train de travailler. Si par la suite ça se passe bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est-à-dire que c'est du passé, on n'en parle plus. Et donc, revenu sur le Cameroun, je recontacte Ali Bachir. Je lui dis, bon, laisse-moi 72 heures pour te provisionner 4 millions à Dubaï. 4 millions de dollars. Pour obtenir Yes. les 100 kg d'or. Tout à fait. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. J'ordonne donc que le virement soit fait sur Dubaï. Et bon, c'est fait. On attend maintenant que ça claire. Et puis, alors, 3 jours plus tard, je vois Ali Bachir, je l'appelle. Je lui dis, écoute, moi je suis prêt. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre les choses en place pour pouvoir transiger? Oui. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je l'appelle en matinée. Hein. Oui. On doit être dans les alentours de peut-être 10 heures. Il me dit, il n'y a pas de problème. Passe me voir à mon bureau à 17 heures. Donc, Ali Bachir vous donne rendez-vous à 17 heures. Vous allez donc à son rendez-vous? Ben, non. Oui. Parce que dans les alentours de 12 heures, je suis informé qu'il est en direction de Dubaï. Je l'appelle, il ne décroche pas. Alors, vous aviez rendez-vous avec lui à 17 heures pour oui. la transaction sur l'or. Oui, oui. Et à 13 heures, dans les alentours de 12-13 heures, on vous appelle pour vous dire qu'il est en train d'aller à Dubaï. qu'il est en train d'aller à Dubaï. Oui. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui fais un message que, mais, tu m'as donné rendez-vous à 17 heures, mais là, j'apprends que tu es en train d'embarquer pour Dubaï. Il me renvoie un émoticône qui est en train de rire et me dit que vraiment, toi, ce monsieur, tu es très informé. Je lui demande que, mais est-ce que c'est sérieux? Il me dit non, je m'en vais pour une urgence. Je suis de retour dans 48 heures. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Alors, les 48 heures plus tard, n'ayant pas atteint leur timing, que mes partenaires m'appellent pour me dire qu'Ali Bachir a tenté de les contacter pour essayer de dealer avec eux et tout et tout. Bon, ça s'est même très mal passé d'ailleurs. Et que vraiment, il n'est pas sérieux, ils ne veulent pas plus en entendre parler parce que... Alors, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il a essayé de vous mettre de côté pour travailler directement avec vos deux partenaires. Tout à fait, parce Pourquoi alors que c'est vous le patron? Je pense que du fait qu'il ait vu des Caucasiens, oui. Il a estimé que... C'est-à-dire des Blancs. Oui, parce qu'il a vu des Blancs, oui. Il a estimé que c'était eux certainement les décideurs ou c'est eux qui avaient l'argent. Malgré le fait qu'il avait été bien mentionné que je suis le... Mais bon, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe au Cameroun. Oui. C'est-à-dire que quand on voit un blanc, parce que... Donc, il a pensé à un moment donné qu'eux pouvaient prendre une décision sans moi. Bon, il s'est finalement heurté à une impasse, puisque de toutes les façons, aucun franc ne pourrait être décaissé sans mon accord. Oui. Voilà. Donc, alors, les choses se gâtent. Et puis, je viens de perdre le fournisseur sérieux que j'avais, bon gré mal gré ou par je ne sais trop quelle alchimie. Mais il n'en demeure pas moins que dorénavant, moi j'ai une pression énorme parce que... Oui. C'est-à-dire que la piste de Ali Bachir, oui. qui est un homme d'affaires bien connu au Cameroun, tout à fait. Je ne le lui reproche pas, voilà. Donc vous ne pouvez plus faire affaire avec lui parce que c'est mort. Oui. Vos deux partenaires ne veulent plus en entendre parler. Oui. Et voilà, donc il faut maintenant trouver quelqu'un qui peut vous fournir de l'or et dans les quantités que vous souhaitez. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il ne voulait plus en entendre parler, lui-même avait une attitude qui laissait à penser qu'il ne traiterait plus avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi ce changement, ce revirement? C'était vraiment très curieux parce que ça ne s'expliquait pas. Oui. Parce que moi, j'ai essayé de lui dire que on peut quand même et tout. Bon, il m'a sorti des excuses qui n'avaient pas de sens. J'ai dit que mais c'est moi le directeur général, c'est moi que tu dois dealer. Je sais pas ce que tu fabriques. Il me dit non, vraiment, je préfère. Tes gens-là vont te créer des problèmes. Je dis des trucs qui n'avaient aucun rapport. Oui. Donc, je comprends que je peux plus dealer avec lui parce que lui-même déjà est réfractaire. Sauf que dorénavant, je viens de faire décaisser au total plus de 5 millions de dollars. Parce que j'avais fait précédemment décaisser 1 million. Oui. Et là, étant sûr d'avoir un coup, oui.
j'ai encore fait décaisser 4 millions de dollars supplémentaires. Donc vous aviez en tout 5 millions de dollars à votre disposition. Voilà. Parce que vous pensiez pouvoir acheter au moins 100 kg. Ce qu'il en reste, puisque j'avais entamé des dépenses quand même. Oui, oui. Et vous espériez acheter au moins 100 kg d'or chez ce premier fournisseur. Voilà. Alors, maintenant, il vous faut absolument trouver de l'or. Il me faut impérativement. Oui. Parce que, au risque de se compromettre totalement. Oui. Je veux dire qu'à un moment donné, vous avez quand même ce qu'on appelle un conseil d'administration à qui vous devez rendre compte à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas besoin de cet argent immédiatement parce que on était encore en train de démarrer le projet. L'activité, oui. Voilà. Et alors là, je recontacte les amis que j'ai, je mets une pression terrible que trouvez-moi un fournisseur de manière impérative. Donc maintenant, je recommence encore à faire le casting. Oui, la recherche. Oui, puisqu'on me présente, vous avez des coups de fil en n'en pas finir. Donc, je zappais très rapidement. Dès que tu veux discuter longtemps, allez, je coupe la conversation. C'était clair. Tu as l'or, j'achète. Tout ce que tu as à dire, entre guillemets, là, ça m'intéresse pas. Et à ce moment, il m'est présenté un monsieur Hyssen Général. Hyssen Général. Oui, c'est comme ça qu'on me présente Hyssen Général. Oui. Bon. Je dis très bien, Hyssen Général, est-ce que tu as l'or? Oui, j'ai l'or. Mais mon frère, vous devez savoir que l'or, je dis non, non. Les cours, j'en ai pas besoin. Oui, oui. Et évitez-moi votre laïus sur l'or et s'il tout vous ça. plaît. Si vous avez la marchandise. Vous avez la marchandise, j'achète. Oui, j'ai. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, c'est où? À Douala. Est-ce que si je démarre pour Douala immédiatement, je vais voir l'or? Oui, venez même tout de suite. Je prends, j'ai un associé au pays au nom de Tchenche Tassi Cédric, qui est un frère à moi aussi. Je l'appelle, je lui dis, bon, ton contact, apparemment, elle est sérieux. Apparemment, parce que s'il me dit, viens, tu vas voir, viens donc, on s'en va. Oui. Donc, je le prends, lui, bon, le chauffeur, garde du corps et tout. Moi-même, je prends le volant. Je chauffe jusqu'à Douala. On arrive à Douala. On s'en va dans une structure, mais vraiment une structure bien établie, hein, avec une sécurité, belle présentation, et ainsi de suite. Et Hyssen... Donc ça n'a plus rien à voir avec les bicoques... non, 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 c'est Kamoulien, non, non. Gawabolai... Non, du tout. Là, on est vraiment dans quelque chose de connu. Oui. On entre dans une entreprise, et on voit qu'elle a de la gueule ou pas. Oui. Et alors, il me dit que c'est leur bureau au Cameroun, son partenaire et lui. Et c'est là qu'on me fait rencontrer un monsieur qui est dans un salon cuir, table boisée et tout, vraiment le décor parfait. Drapeau du Cameroun d'un côté, des États-Unis de l'autre côté. Et bon, pourquoi les États-Unis, je sais pas trop, mais je me suis dit qu'il devait certainement avoir, peut-être il avait une double nationalité ou whatever, on ne sait pas. Oui. Et c'est là que je rencontre un monsieur qu'on me présente comme monsieur Nana Kamdoum, qui est le directeur général de la structure et partenaire avec Hyssen Général. Alors pour la petite histoire, comme moi je ne savais pas, le monsieur se présente à moi en tant que Hyssen Général, parce que Hyssen Général, le vrai, parce que lui, c'était le vrai, est un rebelle centrafricain qui a beaucoup d'or et de diamants, avec quoi est-ce qu'il finance sa rébellion. Donc c'était pour apporter une certaine crédibilité. Oui. Sauf que moi, ça fait 20 ans que je ne vis pas au Cameroun. Ok, ça fait plus de 20 ans que je vis pas au Cameroun. Je sais pas ce qui se passe au Cameroun et dans ses alentours en termes de rébellions de machin. Donc j'avais aucune idée. Je m'en foutais comme de l'an 40. Appelle-toi Saddam Hussein même. Si tu as de l'or, j'achète. Et ils me disent, on est allé chercher l'or, il faut le sortir des coffres. Et ça prend du temps parce qu'il faut mettre une procédure, un protocole de sécurité. Oui. J'ai attendu pendant près de 2 heures. À un moment donné, j'ai même failli rentrer. Il m'a dit non, mon frère, calme-toi, ça arrive, c'est la sécurité. Bon, quand ils sont arrivés avec la cargaison, on avait une caisse et puis 2 petits coffrets. Avec environ 8 policiers. Bon, ça m'a paru plutôt crédible. Oui, ça c'est leur dispositif à eux, avec des policiers. Avec des policiers. Oui. Et vous avez votre dispositif à vous, votre garde du corps et les militaires. Oui, les militaires de la CEMIL. Oui. Donc, moi, ça me paraît normal parce que l'or, c'est de l'argent à la fin de la journée. Et puis, quand on transporte l'or, c'est comme si on transportait de l'argent. Oui. Donc, ils mettent autant de sécurité. C'est normal. Et qu'au final, ça ait pris autant de temps, je pouvais comprendre. Donc, maintenant, j'appelle les techniciens qui sont restés à Dubaï. Je leur ai dit, écoutez, revenez, parce qu'on a un fournisseur, il faut venir travailler. Il faut rapatrier les fonds en même temps. Donc,
Ainsi dit et puis ainsi fait. Donc maintenant, je m'en vais les chercher à l'aéroport. Bon, le hasard du calendrier a voulu que le jour où il rentre, Ali Bachir rentre aussi. Donc Ali Bachir, c'est à peine s'il me parlait, il chuchotait et tout, et puis il me dit, bon, j'ai entendu que vous avez déjà d'autres fournisseurs. Bon, c'est bien pour toi, mais moi je te dis, ces gars ils vont te créer des problèmes. Bon, il a dit ce qu'il avait dit. Moi j'ai plutôt vu beaucoup de mauvaise foi. Oui. Je ne suis même pas rentré dans des histoires de ses comportements, attitudes. Vraiment, c'était pas intéressant pour moi. Et donc, nous repartons pour aller rencontrer les gars sur Douala et transiger. Bon, naturellement, ils avaient exigé, comme tous les autres, d'être payés cash. Mais en CFA. Oui. Là, au moins, eux, ils acceptaient le CFA. Ils acceptaient le CFA. Oui. Mais quand même, 100 kg d'or, c'est autour de 4 millions de dollars. Oui, on était à 2 milliards 130 millions par là. 2 milliards 130 millions à payer cash. À payer cash. Oui, expliquez-nous. Donc, alors, je rappelle une fois de plus le monsieur du CAPAM. Oui. Je lui dis, monsieur Fallo, excusez-moi de vous déranger une fois de plus, vraiment, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez joindre vos collègues du CAPAM à Douala pour que je puisse amener la cargaison là-bas pour faire les tests, ainsi de suite. Il me dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. À Douala, le CAPAM de Douala s'occupe exclusivement du sable. Ils ne font pas, on ne fait pas l'or. Oui. L'or, c'est uniquement Yaoundé. Oui. Bon, maintenant, je comprends que les gars ne veulent pas amener leur cargaison à Yaoundé pour les risques que cela peut comporter. Ils ne sont pas d'accord avec, je n'insiste pas. Je lui dis, bon, comment est-ce qu'on travaille donc, et généralement, il dit que non, c'est avec des fonderies. Je dis, bon, ok, je vais d'abord me rapprocher de mes techniciens. J'explique la situation aux techniciens, je demande dans quelles conditions est-ce que vous voulez travailler. Eux-mêmes, ils me disent, trouve-nous une fonderie, parce que comme on prend beaucoup, on va fondre l'or complètement. L'objectif, c'est de vérifier que c'est effectivement de l'or pur. Voilà. Oui. Et même, au-delà de ça, il m'explique que les techniques que les gens ont souvent, c'est qu'ils vont te vendre 1 kilo d'or, mais dans les 1 kilo d'or, tu as peut-être 70% d'or, et 30%, c'est un alliage qu'ils ont mélangé, qui s'adapte bien avec l'or, un peu comme quand on fait les bijoux. Donc on mélange le fer. Voilà, on mélange avec l'alliage qui va, on met l'or, donc et puis, on te vend, tu penses que tu as acheté 1 kilo d'or, mais en fait tu as acheté 700 grammes. Oui. Et 30 grammes, c'est autre chose. Oui. C'est ce qui m'explique. Donc, c'est juste pour dire à quel point ils sont aguerris quand même à la tâche. Oui. Ils me disent on va le fondre complètement. Comme ça là, tout ce qui est impur, qui n'est pas de l'or, ça va se séparer. Oui. Et on reste avec le véritable lingot d'or. Donc on sera sûr que quand on a acheté 1 kilo, c'est 1 kilo qu'on a. Oui. Donc vous trouvez une fonderie. Est-ce que vous réussissez à trouver une fonderie à Douala? On trouve une fonderie à Douala. Très bien. Et donc l'or est transporté. Les 100 kg d'or sont transportés jusqu'à la fonderie. Avec eux leur dispositif. Oui. Nous, on arrive, nous, sur Douala, avec notre dispositif sécuritaire. Oui. Voilà. Donc, maintenant, moi, je ne prends pas le risque d'avoir et l'or et l'argent au même endroit. Je m'entends avec mon banquier. Ok? Je m'entends avec mon banquier parce que je veux éviter le fait que dans les discussions, pensant vouloir m'aider, il me trouve une solution pour qu'on décaisse de l'argent sur Douala. Donc je dis à mon banquier que il faut t'opposer catégoriquement au fait que, compte tenu de la quantité d'argent à sortir, que ce ne soit qu'à Yaoundé dans ma succursale d'origine. Oui. Oui, que Douala s'y opposera et ça ne passera pas. Pour que mon fournisseur, parce que je dois aussi éviter de le froisser. Oui. Donc stratégiquement, je m'entends pour qu'on soit payé, que les gars soient payés sur Yaoundé. Oui, et pas à Douala. Et pas à Douala. Oui. Parce que je ne veux pas avoir l'or et l'argent au même endroit. Oui. Alors, je dis à mes fournisseurs que ce qu'on va faire va être très simple. Pendant qu'ils vont faire le test, donc qui va prendre un certain temps, oui. Nous, on va rouler sur Yaoundé. Oui. Et puis, on va aller à la banque où vous allez être payé et j'explique le pourquoi du comment. Ce qu'ils trouvent aussi quelque part compréhensible. Logique, compréhensible. Mais je ne leur dis pas encore à ce moment-là que je ne vais pas vous payer totalement en cash. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir une fin de non, une complication quelconque. Oui, voilà. Oui. Donc ils savent qu'ils viennent prendre du cash en totalité.
Donc, on les laisse, nous on s'en va sur Yaoundé. On arrive à Yaoundé pendant que les autres font le test. On attend. Alors là, maintenant, je demande au banquier, donc, quand les gars sont suffisamment avancés dans les tests, je dis au banquier de commencer à préparer l'argent qui doit venir en espèces. On sort l'argent en espèces et puis on n'évoque une raison. La raison est la suivante, c'est que les disponibilités en espèces qu'on peut donner pour ce compte sont atteintes. Et même pour apporter un peu de crédibilité à ça, on s'en va prendre l'argent dans mon autre entreprise que j'ai en espèces pour leur donner et faire une compensation derrière. Oui, oui. En disant que voilà le maximum qu'on a pu avoir qui était de 1 milliard et poussière. Et le reste, maintenant je leur demande des comptes pour faire des virements. Alors à partir de là, ça va un peu dans tous les sens. Oui. On m'apporte 150 comptes, on change. Oui. Pour finir, on apporte 2 comptes. Un compte sur lequel il fallait faire 100 millions, oui. Un compte sur lequel il fallait faire plus de 600 millions, ainsi de suite. Et le reste en cash. Oui. Oui. Donc au total, vous décaissez 2 milliards 130 millions. 2 milliards 130 millions. Oui. Oui. Et ils me font une décharge. Oui. Pour les 100 kg d'or qui sont en train d'être expertisés à la fonderie à Douala. Exactement. Oui. Par contre, ce qu'ils n'ont jamais su, oui. c'est que dès l'instant où ils sont entrés dans la banque, ils étaient prisonniers. Comment ça? Au-delà de moi, parce que j'ai laissé le dispositif sur Douala, oui. de la CEMI, je suis rentré à Yaoundé avec mon garde du corps. Oui. Mais il y avait un dispositif de environ 10 éléments sur Yaoundé qui étaient en faction, de façon à ce que dès que nous entrons dans la banque, les gars mettent un corridor de sécurité dans la banque, personne ne sort plus de cette banque sans que moi, je n'ai donné l'autorisation. Oui, personne, c'est-à-dire votre partenaire d'affaires, pas les autres clients de la banque. Oui, mais encore que nous sommes en fin de journée. Oui, oui. Il n'y a plus que nous dans la banque. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, il n'y a plus que nous dans la banque et les employés. Oui. Donc, alors pourquoi vous avez fait encercler la banque pour que votre partenaire d'affaires n'en sorte pas tant que vous n'êtes pas sorti, vous? Parce qu'ils sont importants pour moi tant que ceux que j'ai laissés à Douala n'ont pas encore pris la route pour rentrer sur Yaoundé. Ah, donc vous vouliez que vos partenaires aient l'or en main. Oui. Avant et qu'ils aient pris la route. Et qu'ils aient pris la route. Pour que eux et moi, on se sépare. Oui. Vous avez l'argent avec vous, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui bouge de là. Vous n'avez pas confiance, vous n'aviez pas confiance. Non, du tout. Donc vous aviez peur que, d'autant plus que ayant obtenu l'argent, il pouvait sortir, passer un coup de fil pour dire allez, vous récupérez également l'or et tout ça. Donc ils prennent l'argent et l'or et vous n'avez rien. Oui, et tout pouvait arriver. Oui. Donc là, à ce moment-là, dès qu'on est rentré, le corridor de sécurité s'est mis en place, le dispositif s'est mis en place immédiatement, et plus personne ne pouvait sortir jusqu'à ce que je dise que tout va bien. Oui. Voilà. Donc, et d'autant plus que il y a des virements qui avaient déjà été faits dans le compte. Le virement, vous ne pouvez pas le ramener. Oui. Voilà. Donc on avait ça, mais ça, ils ne l'ont jamais su. Oui. Donc, alors, l'opération s'est terminée, et puis on a chargé l'or dans le véhicule. Et les gars se sont mis en route. Bon, alors eux, ils ont voulu partir à un moment donné. Je leur ai dit non, attendez que mes gars partent et puis nous, on va se séparer. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oui. Vous avez déjà votre argent. Je pense que ça ne sauve plus de rien. Je vous demande juste un peu de patience. Bon, ils ont consenti. On n'a pas eu de problème là-dessus. Et ensuite, bon, on s'est donc séparés. Mes gars ont pris la route. Ils sont rentrés sur Yaoundé en milieu de nuit, peut-être vers minuit, comme ça, quelque chose. Et puis, ils sont entrés au Hilton avec toute la cargaison d'or. Avec les 100 kg d'or. Avec les 100 kg d'or. Donc, vos partenaires reviennent à Yaoundé avec 100 kg d'or, opération réussie, hein? Totalement. Comment vous vous sentez à ce moment-là quand vous avez vos 100 kg d'or? C'était la célébration. Oui. La célébration. On a même eu du mal à dormir ce soir-là. Oui. Bon, oui. Alors et donc pour bien comprendre, parce que c'est quand même fou ce que vous racontez. L'or vous mettez dans quoi? Dans les valises, dans des sacs. Comment est-ce que vous conservez ça? Alors, quand on a été sur Dubaï, on a acheté des caisses spécialisées qui se verrouillaient par téléphone et qui n'avaient pas besoin de connexion. C'était par connexion GPS directement. Oui. Ok. Ça veut dire que ces caisses-là, vous ne pouvez pas les ouvrir.
Si on perd le téléphone là, bon, peut-être que ça va prendre d'autres structures, je sais pas trop quoi, mais voilà, mais c'était des caisses vraiment spécialisées pour le transport d'or. Très sécurisées en tout cas. Très sécurisées, voilà, c'est ça. Très bien. Donc c'est à l'intérieur qu'on a donc mis c'était des caisses noires. Oui. Oui. Donc vous avez vos 100 kg d'or, vous êtes logé au Hilton avec vos partenaires et la suite de l'opération maintenant, il va falloir partir à Dubaï avec votre or pour le revendre. Oui, tout à fait. À ce moment, est-ce que vous avez déjà fait venir votre jet ou alors la procédure pour en arriver là est encore longue? Expliquez-nous la suite de l'opération. Alors, une fois que l'opération est terminée, j'appelle le jet effectivement. Oui. Quand j'appelle le jet et puis on est en train d'essayer de faire tout le reste de la procédure pour partir. Oui. Alors pourquoi, pardonnez-moi de vous couper, pourquoi vous préférez le jet alors que les autres voyagent par Ethiopian Airlines ou alors par des entreprises, des compagnies commerciales? Pourquoi vous préférez le jet qui est un peu plus coûteux? C'est pour votre gloire personnelle, votre ego de jet-setter ou alors c'est quoi l'idée du jet? Non, c'est juste pour des raisons pragmatiques et professionnelles. Oui. À savoir que quand vous allez prendre Ethiopian, c'est un vol qui fait escale. Alors, qui dit escale, dit procédure. Oui. À fournir ainsi de suite, parce que quand on fait un escale, on transvase les valises et naturellement ça passe par tous les corridors de sécurité, contrôle ainsi de suite. Oui. Alors que quand vous avez un jet, le jet c'est vol direct. Vol direct. Voilà, donc c'est pour éviter cette partie-là parce que justement vous allez vous retrouver face à la législation d'un autre pays. Oui. Donc vous savez pas comment ça va se passer. Et puis on a des histoires où certains ont même perdu leur cargaison. Parce que bon, vous êtes en Afrique, hein. Et les gars, s'ils décident de faire ce qu'ils veulent, vous n'y pourrez rien. Mais en réalité, le jet, c'est juste pour s'assurer que quand j'ai décollé de Yaoundé, c'est pour atterrir j'atterris à Dubaï. Oui, et puis Dubaï, quand vous atterrissez, vous êtes directement orienté vers les services conséquents qui vous prennent en charge immédiatement. Très bien. Donc vous avez vos 100 kilos d'or. Maintenant, c'est quoi la suite de l'opération? La suite de l'opération maintenant, c'est de partir pour Dubaï. Oui. Voilà. Donc, alors, je vais passer certains détails. Oui. Alors, quand on fait tout ce qui est administratif pour partir à Dubaï, il se trouve que sur la route, alors parce que pour ce qui est à préciser, c'est que moi personnellement, l'or en question, je l'ai jamais vu avec les yeux. Ce à quoi j'ai assisté, c'est les images que mes techniciens m'ont envoyées pendant le travail qu'ils opéraient, ainsi de suite. Et puis quand ils sont rentrés avec, bon, ça je le savais, j'avais pas besoin spécialement d'aller vérifier quoi que ce soit, ainsi de suite. Maintenant, quand il a fallu repartir sur Dubaï, bon, moi j'ai une petite mauvaise nouvelle là où mon père fait un AVC. Oui. Il est transporté en France et après on me réclame. Maintenant quand je fais venir le jet, il est question que on reparte à l'aéroport, eux aillent sur Dubaï avec toute la paperasse de l'entreprise. Oui. Moi je devais aller en France voir le vieux, éventuellement les retrouver. Mais de toutes les façons, ma présence n'était nullement requise parce que je savais exactement comment, je connaissais déjà le processus. Oui. Et puis, c'est pas comme quelqu'un me sortirait un truc farfelu et s'ils vont fuir avec, non. C'est-à-dire que... Oui, c'était vos partenaires, vous leur faisiez confiance. C'est même pas une affaire de partenaire, c'est même pas une affaire de confiance. Oui. C'est-à-dire que l'or se déplace avec une paperasse. Oui. Cette paperasse-là, c'est une entreprise. Et c'est vous qui l'a signé. Voilà. Et quand ça arrive là-bas, tu ne vas pas changer. Je vais dire, tu vas pas, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, là. Oui. Vous voyez un petit peu? Donc, alors, c'est ça. Mais sauf que, eux, ils se font arrêter. Ils se font arrêter. Et en fait, quand ils m'appellent même, ils m'appellent en me disant que ils pensent qu'on est en train de vouloir les agresser. Oui. Donc moi, je viens avec un dispositif de sécurité. Immédiatement, qui était en Guaykélé. Oui, en Guaykélé, oui. J'étais au niveau de la CEMIL, l'antenne CEMIL Centre. Donc je suis monté rapidement pour venir à leur rencontre. C'était à 2 minutes, hein, même pas. Et là, je vois que c'est la police. Je demande maintenant que se passe-t-il? J'essaie de les interroger parce que eux, ils étaient restés cloîtrés dans la voiture. Je demande au policier qui était là,
et naturellement le commissaire Wanko. Oui. Jeune commissaire. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que, mais en réalité, quand ils ont vu les éléments de la CEMIL, eux-mêmes, ils ont pris peur, ils ont commencé à appeler leur hiérarchie. Oui. Et puis, il me dit que non, ils ne peuvent qu'en discuter à la bureau. Je dis non, on ne peut pas bouger si on ne sait pas de quoi il s'agit. Je ne sais même pas, bon, je vous vois en tenue, d'accord. Il me dit que non, c'est une enquête du procureur. Je dis, bon, très bien, il n'y a pas de problème. Pour qu'on évite de perdre du temps, allons-y. Allons-y. On se déporte donc tous à la DRPJ. Quand on arrive à la DRPJ, eux, ce qu'ils s'empressent de faire, c'est de commencer à prendre d'abord toute la cargaison d'or que nous possédions. Oui. Je demande qu'est-ce que vous faites. Ils me disent non, on doit les compter, on doit. J'ai dit non, attendez, calmons-nous. Je veux déjà comprendre ce qui se passe. Alors, on perd du temps, ça monte, ça descend, et puis il y a de l'affluence, ainsi de suite, pour que la nuit était en train de tomber, parce que comme on était en fin d'après-midi déjà à la base, on était en fin d'après-midi, il y a un monsieur qui passe en costume avec une mallette qui me traverse. Il entre, il va... À la DRPJ. À la DRPJ, oui. Oui. On était à la DRPJ en bas, là-bas, oui. dans les... Oui. Donc il me traverse, il va, il cause et tout, et puis il ressort avec le commissaire Wanko, peut-être 5 minutes après. Oui. Il vient à ma rencontre, et M. Wanko me dit, voici le monsieur avec qui il faut parler, c'est lui qui a le dossier. Je me tourne vers le monsieur, je lui dis, bon, oui, de quoi s'agit-il? Il me dit, non, le CAPA m'a porté plainte, le procureur a instruit une enquête, ainsi de suite. Je lui dis que bon, ça c'est la version longue, faites-moi la version courte parce que oui. j'ai un vol à prendre. Il me dit, le procureur Ncham, oui. Je le cite. Oui. Hein? Et l'avocat en question s'appelait Maître Essimi. Il me dit que le procureur Ncham a demandé 20 millions. Non, 30 millions. Que le procureur Ncham a demandé 30 millions. Au nom de quoi? Il veut l'argent. Ah oui, c'est-à-dire que donc c'est... c'est juste du racket. Oui, en fait, on saisit votre or parce qu'il y a des types qui veulent avoir voilà, leur part dedans. Voilà, oui. Tout bêtement. Ah oui, quand même. Bon, je fais un calcul rapide. J'ai un jet qui a déjà atterri. Oui. J'ai 2 heures d'intervalle, après quoi, je commence à payer chaque heure des frais supplémentaires. Oui. Qui vont me coûter certainement plus que 30 millions. Je joue quand même une petite carte. Je dis, bon, je viens de faire des achats, je n'ai plus d'argent, dis au procureur que j'ai 20 millions. Il appelle. Il revient me voir, il me dit, le procureur est d'accord pour les 20 millions. Olivier Appiah, excusez-moi, mais vous avez promis de dire que la vérité. Que la vérité. Dans cet entretien. Donc, vous décidez de donner 20 millions